Je t'en Bien, prie. merci d'avoir pris tous un peu de votre temps pour partager ce webinaire. Donc, il durera à peu près une heure, pas plus. Bon, il est important dans ces moments où nous manque de visibilité de revenir sur des fondamentaux et surtout, de rester optimiste. Alors, le sommaire est le suivant, si ça fonctionne. Voilà. Alors, nos comportements en période de crise et particulièrement pour l'acteur commercial que nous sommes. Donc, nous allons voir les liens entre ce qu'apporte la crise et comment le commercial doit pouvoir réagir. Ensuite, pourquoi faut-il revenir sur des fondamentaux? Voilà, quelle est la valeur ajoutée de revenir sur les fondamentaux? Nous verrons les impacts liés à la crise, donc la crise du Covid-19, on dit de là, parce que c'est une maladie, donc on dit de là, Covid-19. Ensuite, on redéfinira nos priorités pour savoir lesquelles, pour être efficaces et optimiser nos actions, et savoir à la fin si vous êtes prêts pour l'été. Donc, ça sera la petite surprise de cette fin de présentation. Alors, comme vous le savez, tous, on a tous nos livres d'histoire, on a tous nos histoires personnelles. L'humanité, que ce soit l'humanité, oui, l'humanité a toujours vécu de nombreuses crises, que ce soit les crises financières, la grippe espagnole, que ce soit les révolutions, que ce soit les tsunamis, que ce soit les guerres, guerres terribles. Et pourtant, l'humanité avance toujours. Voilà, en apportant à chaque fois un bénéfice, un changement structurant. Donc les crises, malheureusement, apportent de l'innovation, apportent des transformations dans notre organisation, des transformations d'ordre économique, technologique, de gouvernance sociale, globalement positifs. Alors avec en permanence, je vous l'accorde, des correctifs qui sont souvent majeurs. Alors si on devait comparer aujourd'hui avec la grippe espagnole et la Première Guerre mondiale, on s'aperçoit qu'on a vu fleurir dans cette période des inventions qui ont complètement transformé notre vie. C'est à ce moment-là que le haut-parleur a été inventé, en 1924, ce qui nous permet de nous entendre aujourd'hui. Le réfrigérateur, ce qui nous permet de pouvoir faire des provisions pendant ces périodes de crise. La télévision, ce qui nous permet d'avoir des informations sur la crise, peut-être trop. Le cinéma, la lessive, etc. Donc, il s'en est suivi par la suite une transformation radicale de la société, avec le confort moderne qui est arrivé dans les foyers et des divertissements de masse qui sont nés pendant cette période. Donc, on peut voir que la transformation peut être radicale. Alors, je voulais partager avec vous deux citations. Une citation qui pousse plutôt sur l'aspect optimisme de Blaise Pascal. Le pessimisme est l'affaire d'humeur, l'optimisme est affaire de volonté. Donc, le terme volonté, c'est vraiment un fil conducteur permanent pour essayer de sortir de cette crise. Ensuite, du point de vue de William Arthur Ward, qui est un écrivain américain, qui était capitaine pendant la guerre de 39-45, donc qui a vécu la guerre, donc qui a vécu des moments difficiles, et qui pousse le réalisme dans une phrase que je trouve très très juste. Donc le pessimiste, c'est celui qui se plaint du vent, l'optimiste, c'est celui qui dit que le temps va changer, et le réaliste ajuste les voiles. Donc on va essayer, nous, d'être à la fois optimiste dans le volontarisme et réaliste dans le pragmatisme. Voilà, ça sera un peu notre objectif à atteindre dans le plan d'action qu'on va mettre en place. Alors néanmoins, les crises augmentent nos incertitudes. Et il faut dire que la crise de la Covid-19 a été pour ça une référence. Donc très rapidement, on était assez inquiets de savoir qu'est-ce qui se passait sur les tests, s'ils étaient fiables ou pas, et suffisant aussi, sur les masques, est-ce qu'ils étaient utiles ou pas, sur les solutions thérapeutiques, laquelle, lesquelles, quand, à quel moment, à moyen terme, sur quel impact sur les entreprises, sur les relations humaines. Et puis à long terme, faut-il un État plus sécuritaire, restructurer l'économie, une crise sociale qui s'annonce sur des années. Bref, on est complètement submergé par les incertitudes. Et le cerveau n'aime pas les incertitudes, nous n'aimons pas les incertitudes. Parce que les incertitudes, il faut prendre de mauvaises décisions. Quand nous avons trop d'incertitudes qui arrivent dans notre cerveau, il faut restructurer ce cerveau, c'est-à-dire il faut agir sur ce qu'on appelle nos biais cognitifs, c'est-à-dire ce qui nous fait agir trop rapidement, sans trop de raisonnement. L'information dans un cerveau circule sur ces trois parties, qui est le parti reptilien, qui est la survie, le parti limbique, qui est l'émotionnel principalement, avec la mémoire, et le parti du cortex. Donc l'information arrivant, on a besoin de réagir trop vite en période de crise,
Et donc, on n'écoute pas assez notre cerveau et on n'essaie pas assez structurer la réponse qu'il faut apporter. Donc, il faut toujours se dire que quand on est en période de crise, on va agir par rapport à nos biais cognitifs, hein, qui sont des distorsions de la réalité et qui nous amènent à des erreurs. Alors, je vous donne des exemples de biais cognitifs pour ceux qui ne sont peut-être pas trop à l'aise là-dessus, hein, moi le premier. Vous avez par exemple l'excès de confiance, donc on surestime ses capacités. L'illusion de contrôle, on pense qu'on contrôle, en fait on ne contrôle rien. Pour le commercial, l'attitude, je dirais, la plus corrective des biais cognitifs, c'est le biais cognitif de la maximisation du négatif. Le commercial doit, quand il a un comportement, être positif, retenir les événements qui vont faire qu'on va agir dans un sens qui va être constructif. Donc on travaille sur ce biais cognitif parce que c'est lié au métier du commercial. Alors, justement, c'est un petit peu ce lien que je voulais faire, c'est-à-dire cette crise qui perturbe notre capacité à raisonner et qui perturbe donc et qui met en avant nos biais cognitifs, il faut les soigner. Alors, il faut les soigner d'autant plus quand on est commercial. Un acteur commercial, c'est quelqu'un qui a deux pôles de savoir qui sont extrêmement importants, le savoir-faire et le savoir-être, avec un qui est déterminant, c'est le savoir-être. Le savoir-être, c'est 80% de notre réussite commerciale. Donc, nous avons tout intérêt à ne pas montrer sur notre visage à quel point la crise nous pèse. Voilà. Et 20% de savoir-faire. Alors, 20% de savoir-faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne en compte la crise pour transformer la valeur de notre offre. Donc, on voit bien que la crise a un impact déterminant sur le comportement du commercial et dans son savoir-être. Il faut savoir restructurer ses biais cognitifs et sur son savoir-faire, il faut savoir restructurer son offre pour rapporter de la valeur ajoutée due à la crise. Et c'est la raison pour laquelle, pour être dans cette restructuration du biais cognitif, nous devons revenir sur des fondamentaux. Quand on est sur les fondamentaux, on est moins soumis aux contraintes extérieures. Voilà, vous pouvez faire un petit oui, je suis, si ça me fera plaisir de voir si vous êtes toujours par là, si mon message est clair. Donc, vous faites un petit 1 si tout est OK. Je regarde. OK. Merci à tous, c'est sympa. Bravo. Vous êtes tous là et ça fait plaisir. Alors, les fondamentaux du plan d'action commerciale. Hein, c'est quand même l'objectif de cette réunion, même s'il fallait cette introduction pour comprendre le rôle du commercial, en tout cas le rôle de l'acteur commercial, parce que tout dirigeant est un acteur commercial, nos partenaires sont des acteurs commerciaux, nos fournisseurs sont des acteurs commerciaux, donc on est entouré d'un écosystème d'acteurs commerciaux. Et il faut pouvoir agir. Alors avant cette introduction, je voulais vous faire part de l'analyse d'un ingénieur-chercheur qui s'appelle Xavier Dalloz, qui donne des pistes très intéressantes quant à l'impact de la Covid-19. Alors, donc, ce qu'il dit en d'autres termes, il dit nous sommes dans l'obligation, encore une fois, d'innover. Vous direz, c'est bateau, mais là, c'est fondamental. Je pense que Patrick, qui m'écoute en ce moment, sait à quel point il faut innover et accélérer l'innovation numérique. Faire plus, mieux, à moindre coût de qualité, à moindre coût de meilleure qualité, pardon, avec les mêmes ressources. Nous allons rentrer dans un monde numérique, massivement connecté. Donc, ce sont deux mots extrêmement importants dans la réflexion qu'on va avoir tout à l'heure sur la construction de notre offre, où le physique et le virtuel s'interpénètrent au service d'un individu augmenté et éco-responsable. Donc, soucieux de respecter les équilibres naturels que sont l'eau, l'air, la santé, donc participer au bien commun. Donc, nous avons la nécessité d'intégrer, d'accord, ces éléments-là, maintenant, dans l'analyse de notre offre, de notre positionnement commercial. Alors, les fondamentaux du plan d'action, il y en a 4. Alors, on va voir ces fondamentaux, comment ils sont bouleversés par la crise. Donc, vous avez la situation avant crise, et vous aurez qu'est-ce qui a changé du fait de la crise. Alors, premier point important, c'est l'offre. L'offre que j'ai construite, donc l'offre que nous avons construite. Donc, on l'a construit en fonction d'une attente du marché sur laquelle nous avons travaillé pendant souvent plusieurs années. On a affiné notre offre, on est devenu expert dans notre offre, on a des clients qui sont identifiés,
on connaît bien nos concurrents, en tout cas c'est une obligation commerciale qu'il faut toujours avoir, et on a su s'adapter progressivement à une stratégie de prix qui convient à nos clients, qui part de nous. Voilà, ça c'était le 12 mars. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Au vu des éléments et de l'analyse de Xavier Dalloz, nous allons devoir changer notre réflexion et comprendre les nouvelles attentes de notre marché. Le marché va se transformer, donc nous devons y répondre. Nous devons interroger nos clients, nous devons interroger nos partenaires, nous devons nous informer globalement sur les impacts sur les secteurs d'activité. Nous devons reconstruire, retransformer notre offre. Alors, elle sera peut-être transformée à 5%, à 10%, à 20%, à 100%, mais cette transformation va apporter cette nouvelle valeur ajoutée qui sera attendue par le marché. Donc, il faut retravailler son offre. Deuxième point, c'est donc nos cibles. Alors, nos cibles, donc on avait enfin travaillé grâce au soutien, encore une fois, c'est pour ça que je dis que Patrick, c'est important pour cette crise. On avait enfin identifié le fameux persona, donc la personne qui est notre interlocuteur idéal pour pouvoir apporter mon offre et l'intéresser. On a réussi à trouver les meilleurs secteurs d'activité pour lesquels on a des références et sur lesquels on pouvait rebondir. On savait à peu près à quel type d'entreprise et quel type de profil on pouvait joindre. Et on avait, pour ceux qui étaient les plus avancés, construit un CRM avec un suivi le plus radical possible de nos actions. Donc ça, déjà, quand on était là, on était bien. On était même très, très, très bien. Mais malgré tout, il va falloir qu'on se dise, mais est-ce que ce sont les mêmes personas que je vais adresser? Parce que même si je change mon offre de 5, 10, 20, 12%, est-ce que ce sera la même personne qui va être la personne qui va décider? Est-ce que ça va être la même personne qui va m'aider à comprendre les besoins de l'entreprise? Est-ce que c'est la même personne qui va m'aider à être une référence pour la suite? Donc, j'ai toutes ces questions à me reposer. De la même façon, est-ce que finalement, ce secteur d'activité qui était la santé, est-ce que c'est un secteur que j'avais négligé plus ou moins avant? Est-ce que c'est un secteur sur lequel il faut que je rebondisse? Est-ce que voilà, donc je vais me poser des questions globalement sur toute cette transformation pour savoir quelles sont mes nouvelles cibles. Troisième pan du plan d'action commerciale qui est fondamental, donc c'est les canaux. Alors, les canaux pour atteindre les cibles, je dirais avant, bon, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais il y avait pléthore de canaux. Moi, j'en avais identifié à peu près 25. Donc, en fonction des clients avec lesquels je travaille, donc on utilisait un canal ou un autre en fonction de l'offre, en fonction du cheminement, etc. En fonction de la maturité aussi du message. Donc, on avait des canaux qui étaient là à notre disposition, le téléphone, les réseaux sociaux, les clubs des dirigeants par-ci, les stratégies de référencement, les portails métiers sur lesquels on pouvait être référent, expert, les marchés publics, les salons, les événements, etc. Et par le biais indirect, on avait aussi nos partenaires avec qui on avait des démarches communes, nos réseaux professionnels de deuxième niveau, etc. Donc, on avait quand même beaucoup de choix pour faire connaître nos offres. Et là, patatrac, comme vous le savez, quand on écoute bien Xavier Dalloz, nous allons rentrer dans un monde numérique massivement connecté. C'est-à-dire, on ne va pas se déplacer pour rien, on ne va pas perdre de temps, et en plus, on va être prudent. Donc, il va falloir reconstruire nos canaux en privilégiant les interactions numériques. Ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on va faire tous, c'est qu'on va s'entraîner progressivement à porter notre offre, à porter notre discours sur de nouveaux supports. Donc, il va falloir les travailler différemment. Il va falloir faire une introduction qui soit une introduction de qualité, comme l'a fait Gaël. Et il y aura une conclusion de qualité, comme le fera Gaël tout à l'heure. Et donc, il faudra vraiment préparer ces supports de communication. Et il faudra préparer aussi son processus de vente, savoir dans notre processus de vente qu'est-ce qui peut être numérisable. Voilà. Donc, faire plus avec moins, avec une meilleure qualité. Voilà. C'est ça qui est le monde qui nous attend tout de suite. Moi, je vous donne un petit exemple sur ma partie. J'étais à 40% en présentiel et 20% en distanciel sur mon offre de conseil auprès des dirigeants. Là, je suis en train de basculer à 20% de présentiel et 80% de distanciel. C'est-à-dire que je reconstruis complètement mon offre. Voilà. Et des exemples, j'en ai beaucoup. Ensuite, force d'avoir transformé son offre, ses cibles et ses canaux, il est clair que le discours commercial, c'est-à-dire le discours commercial, c'est notre support pour bien vendre, pour réussir à vendre, à convaincre, à créer la confiance, va changer. Voilà. Avant, on avait une présentation de notre société qu'on avait réussi à valoriser.
On avait une capacité à poser les bonnes questions à nos clients. On avait une capacité à leur montrer nos arguments, nos objections. Et surtout, souvent, à clôturer une affaire, peut-être avec de la pression. Maintenant, tout ça va changer. C'est-à-dire, ça va changer, c'est-à-dire qu'il va falloir se réadapter en prenant en compte tout ce qu'on a transformé dans notre offre, dans notre cheminement, et surtout en prenant en compte les difficultés aussi du moment, les difficultés de nos clients, les points, leurs biais cognitifs à eux, savoir comment les aider, comment avancer avec eux et comment transformer avec eux. Donc c'est une autre façon d'aborder l'échange et le discours commercial. C'est-à-dire que la confiance va être extrêmement mesurée et mesurable. Voilà. Donc, vous voyez, fort de tous ces éléments, on se dit, on a quand même de quoi s'occuper pendant quelques semaines. Et moi, je vous conseille, ce que je fais avec mes clients, et ce que j'ai déjà fait, et ce que je suis en train de faire même il y a quelques mois, parce qu'on avait quand même anticipé la nécessité de numériser beaucoup de choses, c'est de s'y atteler. Et surtout, si j'ai vraiment un conseil fort à vous donner, c'est regarder quels sont les concurrents qui vont disparaître autour de vous. Alors, essayez de ne pas disparaître avant eux. Les concurrents qui vont évoluer, donc bien les suivre et surtout être attentif à ceux qui vont arriver sur votre secteur et comment ils vont y arriver. Hein, parce qu'il y a peut-être des niches, il y a des niches à un moment donné qui vont devenir plus des niches, mais qui vont devenir des top guns du développement dans votre secteur. Donc soyez attentifs à vos concurrents, soyez attentifs à vos clients. Alors, maintenant, pour faire tout ce travail, il va falloir gérer des priorités, mettre en place des outils qui existent, c'est-à-dire comment, au vu de l'impact dans ces fondamentaux qu'on a vus, évaluer l'analyse des risques et les opportunités, savoir détacher un peu ce qui va être la valeur ajoutée. C'est un peu ce qu'on a fait, ce que vous a préconisé lors de notre dernière réunion digitale avec David, c'est-à-dire que le conseil prioritaire, c'est le plan de trésorerie. Là, de la même façon, il va falloir que vous fassiez un plan d'action commerciale, comme vous faites un plan de trésorerie pour sauvegarder votre entreprise. C'est une priorité absolue. Alors, vous avez le quoi, c'est notre offre, le qui, c'est nos cibles, le où, c'est comment les atteindre, et le comment. Donc tout ça, on va le réétudier en utilisant l'outil SWOT, qui permet d'avoir une vision synthétique de la situation et de construire le plan d'action. Ensuite, le plan d'action, on le portera par le discours commercial. Alors, on parle du SWOT, alors vous allez me dire, le SWOT, oui, ça va, on connaît. Alors, le SWOT, moi, j'ai 35 ans d'expérience. J'ai travaillé à peu près dans une dizaine d'entreprises, j'ai une quarantaine de clients, donc j'ai rencontré des centaines de dirigeants. J'ai regardé un petit peu aussi sur l'utilisation du SWOT d'une manière générale, j'ai regardé un peu les analyses qui étaient faites. Globalement, il y a entre 10 et 15% des entreprises qui l'utilisent plus ou moins bien. Voilà. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, d'autant plus que là, je m'adresse aujourd'hui à des TPE, c'est de vraiment l'utiliser comme un vrai outil qui va être utile pour la construction de votre plan d'action et de gérer les priorités. Voilà, je vous le dis de manière tout à fait sincère. Moi, je le fais pour moi. De toute manière, je le fais pour mes clients. Les clients, maintenant, les sensibilisent aussi leurs clients. C'est la façon, c'est un outil agile qui va vous permettre de mettre en place rapidement et de manière opérationnelle votre plan d'action commercial. Voilà. Et si vous avez besoin d'accélérer, faites-vous aider. Voilà. Alors, il faut préciser ce que c'est que le SWOT, pour ceux qui n'ont pas encore cette sensibilité-là, mais je pense que tout le monde le connaît. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, vraiment réévaluer nos forces. Vraiment voir où on en est par rapport à nos faiblesses de maintenant et comment adapter tout ça par rapport aux opportunités, c'est-à-dire l'étude de marché qu'on va faire et par rapport aux menaces qui sont les menaces qui vont être celles qui vont nous faire disparaître. Voilà. Donc là-dessus, je conseille de faire, c'est que si vous avez une première chose à faire ce soir, c'est commencer à vous dire, bon voilà, je vais faire 4 parties, quelles sont mes forces? Alors je vais lister mes références actives, c'est-à-dire mes clients avec qui j'ai réussi à faire quelque chose. Je vais faire lister la référence de mes clients, je vais les appeler pour savoir où ils en sont, comment ils pensent mon offre, qu'est-ce qu'ils voient de transformer pour eux. Je les appelle, je regarde et je note. Je regarde les expertises en détail. Dans nos offres, on a toujours 7, 8, 10, 15, 20, 30 expertises. Il y en a peut-être 5 ou 6 qu'on n'avait pas trop utilisées à un moment donné, et c'est peut-être celles-là sur lesquelles il va falloir zoomer. Et il y en a peut-être 3 ou 4 sur lesquelles on était en tête de gondole sur le marché et qui vont peut-être disparaître. Donc, mais il faut le faire de manière très, très détaillée, parce qu'on a souvent chez soi de quoi rebondir. Ensuite, alors là, il faut mettre vraiment en avant, puisque c'est ça qui va sécuriser à distance nos certifications, nos labels. On aura besoin, parce qu'on se connaîtra moins physiquement,
d'avoir non seulement une communication numérique de qualité, mais aussi une capacité à montrer nos certifications et nos labels. Parce que ça, numériquement, on peut le montrer. Ensuite, et ça c'est le fondamental des fondamentaux, quand on n'a rien, c'est vraiment étudier nos concurrents, les suivre, regarder comment ils fonctionnent, regarder leur attitude, regarder leur marché, regarder leur transformation. Et pour accélérer ce mouvement, appuyez-vous sur vos partenaires. Donc ça, tout ça, ce sont mes forces, parce que je sais où trouver tous les éléments qui vont me décrire la situation de mon entreprise. Mes faiblesses, je sais que j'ai dans mon entreprise des choses qui sont difficiles. Je sais qu'il me manque des compétences. Est-ce que c'est toujours les mêmes qui vont me manquer? Est-ce que le fait d'avoir fait mon plan de trésorerie me prouve à quel point j'ai une capacité d'investissement qui est faible ou élevée? Est-ce que j'avais finalement un chiffre d'affaires qui était trop dilué auprès de mes clients? Est-ce qu'il faut que je fasse différemment? Est-ce qu'il faut que je cible 3, 4? Comment? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que mes concurrents sont mieux engagés que moi? Est-ce que mes partenaires sont en difficulté? Donc, bien suivre ses partenaires aussi. Parce qu'un partenaire en faiblesse, c'est quelqu'un qui va vous pousser aussi à être dans la difficulté. Est-ce que je vais augmenter ou pas ma visibilité? Voilà, parce que je pensais l'avoir suffisante, mais finalement, je me rends compte que tout le monde va être très visible de plus en plus. Et travailler sur les opportunités. Alors, les opportunités, chacun a son marché, chacun a sa situation. Il faut vraiment exploiter tous les nouveaux canaux de vente. On en a vu quelques-uns, mais il faut regarder ceux qui vont être les plus adaptés. Il faut vraiment que mes recrutements, parce que je pense que ces opportunités, puisqu'il y aura quand même beaucoup de turnover et peut-être aussi beaucoup de chômage, c'est peut-être l'occasion, si vous avez des bonnes idées, de faire venir les meilleurs, des gens qui sont en demande d'être actifs dans cette période de crise. Donc, la crise, c'est aussi une façon de recruter les meilleurs. Qui seront malheureusement abandonnés peut-être par des grands groupes. Voilà. Donc il faut être très, très attentif aux capacités que peuvent vous apporter des recrutements externes. Et puis évaluer vos secteurs, vos nouveaux partenaires. C'est vraiment vous redonner une autre dimension par rapport aux forces. Évidemment, les risques, vous les connaissez. Les risques, c'est que la pandémie dure, c'est comment je vais gérer ça par rapport à mes capacités de financement. Est-ce que mes clients, finalement, ont un budget défini par rapport à cette crise? Est-ce que j'ai un prix qui est bien positionné? Est-ce que je sais qui prend des décisions, etc. Donc, moi, je vous conseille vivement, c'est le point essentiel, de construire ce SWOT. Ce SWOT, ça pour vous une façon de structurer vos biais cognitifs de manière à aider votre client d'être dans la force. Voilà. Alors, donc une fois que vous avez construit ce SWOT, après il faut vendre, il faut aller sur le marché, que ce soit d'une façon numérique ou physique, puisqu'il y aura quand même toujours des interactions physiques, à surveiller, à voir quelles sont les premières décisions qui sont prises à droite à gauche, regardez avec précision l'ensemble des canaux. Et pour ça, écoutez, dès que vous êtes prêt, vous avez construit une offre avec une valeur ajoutée qui vous convient, qui est adaptée au marché, avec des partenaires qui sont prêts, avec une identification des personas. Là, il faut maintenant mettre en place le discours commercial pour mieux vendre et établir une relation de confiance. Alors, à confiance toujours avec cet élément, avec une confiance qui sera souvent, dans un premier temps, à distance, ce qu'on avait peut-être moins avant. Il va falloir séduire à distance. On va devenir des e-commerciaux de la communication. Voilà. Donc, il va falloir s'entraîner et travailler sur ce thème-là. Donc, mieux vendre, c'est quoi? Alors, mieux vendre, c'est déjà présenter son entreprise avec son métier. Son métier, et n'oubliez pas Xavier, notre ingénieur-chercheur, qui va mettre en valeur dans son métier justement les attentes de ce nouveau marché pris dans la crise. C'est représenter notre écosystème, qui est une valeur. C'est représenter justement des références avec un autre angle, avec un autre axe par rapport à ces attentes du marché. Donc, c'est un travail de présentation d'entreprise qui va être aussi refondu, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, la qualification de la demande. Alors, il est clair qu'avant, on avait réussi à pouvoir qualifier les besoins, poser les bonnes questions, savoir ce que le client pouvait, d'une manière directe ou indirecte, quelles étaient ses préoccupations. Mais là, on va être, je dirais, dans un autre calibre, parce qu'on va devoir mettre la couche crise. Et dans la couche crise et dans la couche difficulté, il va falloir peut-être réajuster nos questions.
les rendre peut-être plus en empathie, mettre peut-être moins de pression, même si la pression était quelque chose de positif, mais en tout cas adapter nos capacités de qualification dans ce contexte. Et ça aussi, c'est un travail à faire. On ne peut pas vendre par hasard. Tout doit être extrêmement précis. La précision, c'est ce qui crée la confiance. La précision, c'est ce qui crée votre valeur ajoutée. Et quand vous êtes en relation avec une forte valeur ajoutée auprès de votre client ressent la valeur ajoutée qu'il va porter lui-même. Donc vous êtes dans une relation de valeur ajoutée réciproque. Donc on ne part pas à l'assaut sans une vraie préparation, une préparation qui correspond au moment dans lequel on est. Alors les argumentaires de vente, évidemment, certains vont rester, d'autres sont peut-être à imaginer par rapport à cette situation de crise. Donc vous voyez le travail qu'il y a à faire sur le discours commercial qui n'est pas négligeable. Le traitement des objections de la même façon. Et pour ce qui est du closing, puisque c'est quand même là où le discours commercial est l'aboutissement, c'est comment je finis une vente. Je pense que là, vous avez bien compris que les méthodes d'avant vont changer, parce que si le closing se fait en numérique, il va falloir le faire avec une certaine capacité de travailler à distance avec le texte et les mots qui vont bien. Et s'il se fait pas en numérique, il va falloir vraiment aussi être dans une relation d'empathie et de confiance très très forte avec vos clients. Donc le discours commercial, il va suivre de toute manière votre offre et le marché. Donc il faut le transformer, il faut l'organiser pour être crédible et pour valoriser votre relation et valoriser votre métier. Tout ça, alors moi c'est un petit conseil que je me donne à moi-même. Donc tout ça, c'est le faire avec une certaine organisation, puisque effectivement on sent qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire, mais tout ne va pas être fait de manière à ce que tout soit impeccable d'ici 1 mois ou 2 mois. Donc il va falloir avancer étape par étape, il va falloir gérer ses priorités, il va falloir anticiper, mais néanmoins ne pas oublier l'essentiel. Alors moi, pas trop l'habitude de travailler dans cette ambiance-là, vous non plus, je vous connais, mais surtout, encore moins maintenant, et plutôt vous diriger vers la matrice Design Over que tout le monde connaît, où le plus important, par rapport aux plans d'action que vous avez décrits, c'est vraiment de planifier vos tâches. Planifier, ça c'est très important. Ça veut dire, je ne veux pas oublier quelque chose d'important que je dois faire. Le nombre de fois où j'ai vu des choses importantes, qu'on dit oui, je vais le faire, ou il faut le faire, ou ça serait bien de le faire. Non, je le planifie, je le mets en place. Et pour ce qui est à faire, c'est l'urgent et l'important. Et là, je pense que vous êtes soumis à beaucoup de contraintes actuellement. Donc, pensez à garder dans votre organisation des zones pour faire, parce que je crois que vous allez être tous sollicités, et par vos travaux de restructuration de l'offre, et par vos clients, vos prospects, par vos partenaires, par vos équipes internes. Donc voilà, donc si vous avez ces 3 éléments, je pense que mettre en place le plan d'action, comme on l'a vu avec les 4 fondamentaux, décrire par la matrice SWOT l'ensemble de vos priorités, et ensuite le traduire avec votre discours commercial en prenant en compte la crise dans laquelle nous sommes, je pense que vous allez vraiment vous démarquer des autres, et assez rapidement, et ça se saura très 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 vite. Alors, je vais faire quand même un petit récapitulatif sur les 7 actions prioritaires qu'il faut que vous gardiez en tête avant presque de nous quitter. C'est bien, j'ai été assez rapide. De vous quitter. C'est des actions prioritaires qui sont à la fois pour votre entreprise et avec un zoom sur la partie commerciale, parce que tout est lié. Tout est lié. Si votre plan trésorerie n'est pas encore fait, faites-le. N'attaquez pas vos activités de marketing commercial si vous n'avez aucune visibilité en termes de financement. Ce n'est pas la peine. Vous allez croiser entre oui, mais ça je ne peux pas faire, oui, mais ça il faudrait que je fasse. Non. Soyez extrêmement honnête avec vous-même. Où j'en suis? Qu'est-ce que je peux faire? Bon, là-dessus, vous avez déjà des références sur des présentations digitales qui ont été faites, donc notamment avec David, qui vous aidera, et d'autres. Il y a plusieurs experts comptables au sein de Dinactive qui vous aideront à mettre en place votre plan de trésorerie. Mais c'est fondamental. Sans ça, tout ce qu'on s'est dit depuis le début, c'est pas la peine. Voilà. Ensuite, regardez, analysez vos contrats commerciaux.
Alors, les contrats commerciaux, c'est les contrats qui sont des contrats qui sont faits avec vos fournisseurs, avec vos partenaires et avec vos clients. Regardez bien s'il n'y a pas de risque majeur pour votre entreprise. Regardez bien les factures qui doivent être payées le plus rapidement possible. Voilà. Ramenez du cash, protégez-vous. Voilà. Là aussi, faites-vous aider. Hein. Je crois qu'on a quelques avocats au sein de Inactive qui peuvent le faire. Contactez-les, allez les voir. Ils vous aideront à garantir le minimum de risque pour que vous puissiez avancer. Ensuite, gardez le contact avec vos clients existants. C'est vrai que c'est un effort qui n'est pas simple, parce qu'on est soi-même dans la difficulté, en train de réfléchir, on se dit, ouais, mais je vais l'appeler, mais est-ce que je peux vraiment l'aider encore je vais peut-être attendre un peu, une fois que j'aurai une bonne idée. Non, non, non. Vous les appelez, vous leur demandez comment ils vivent la crise, voilà. Comment ça va, quel impact ils ont chez eux, comment vos relations vont changer ou pas. Peut-être qu'elles vont d'ailleurs s'accélérer, hein, surtout si vous travaillez dans le numérique. Peut-être que vous avez des idées qui vont faire que vous allez être les premiers à avoir l'idée qui fait que, ah oui, allez-y. Allez voir vos clients, parlez avec eux, ne pas s'isoler, ne pas isoler vos clients. Tout le monde est dans une situation difficile et quand on est en situation difficile, il faut partager. Vos partenaires, ce sont ceux qui seront vos meilleurs alliés pour valider votre offre. Ce seront vos meilleurs alliés pour avancer avec vous. Ce seront vos meilleurs alliés pour essayer de trouver des canaux efficaces. Voilà. Moi, je travaille actuellement sur mon offre. J'ai 6 partenaires avec qui j'échange. Voilà. Tous mes clients avec qui je suis actuellement, je travaille avec 3 clients à distance. Tous, les premières questions que je leur pose, c'est est-ce que tu es seul ou est-ce que tu es entouré de partenaires avec qui tu partages la valeur ajoutée de ton entreprise et de ton offre? Voilà. C'est comme ça que ça va fonctionner, parce que le partenariat, ça va être une dimension qui va être exceptionnelle du fait de la numérisation et un peu de l'impersonnalisation des échanges. Donc, nos partenaires vont renforcer cette dynamique d'échange. Adaptez votre offre au contexte, donc c'est la matrice SWOT que je vous conseille vivement, vivement de faire. Adapter le discours commercial, on l'a vu, donc assez en détail. Alors, le discours commercial, c'est vraiment votre crédibilité. Hein. C'est votre crédibilité, c'est votre valeur ajoutée, et c'est la valeur ajoutée perçue par le client qui va devenir la sienne. Donc, travaillez votre discours commercial, pas de hasard. Et ensuite, planifiez vos tâches, parce que je crois qu'on va être tous soumis à beaucoup de mouvements. Donc là, pour le coup, sachez de ne pas faire hein, quand ce n'est pas urgent. Ne nous donnons pas trop de choses parce qu'on pense qu'on n'a rien à faire. Je pense qu'en retransformant son offre, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Alors, je voudrais juste vous faire une citation de Zig Ziglar, hein, qui est un homme d'affaires américain du XXe siècle, au début du XXIe, qui est conférencier aussi, où j'ai trouvé que là aussi, puisque c'est un businessman, on retrouve dans cette formule, c'est votre attitude, bien plus que votre attitude qui détermine votre attitude, on retrouve le comportement. Donc on revient à nos débuts, c'est-à-dire le comportement, l'impact de la crise, moi commercial, comment je réagis par rapport à la crise, quel comportement attendent mes clients et qu'est-ce qui va faire que je vais faire la différence. Et là, nous avons le lien de la présentation d'aujourd'hui. Voilà, donc c'était vraiment ce que je voulais partager avec vous. Écoutez, j'espère que ça vous a permis de relever des idées, peut-être une action, des questions, des interrogations. Je vais laisser maintenant la place à Gaël pour reprendre la main. Ah non, mais effectivement, je voulais savoir si vous êtes prêts pour l'été. Oui, oui, tout à fait, effectivement. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour l'été? Alors, on a vu comprendre la crise, d'accord? Donc, comment transformer la crise en opportunité? On vient de le voir. Sachez quand même, hein, et c'est quand même assez loufoque dans cette histoire, que le mot crise en chinois se dit weji. Et weji, c'est une contraction de deux mots qui veut dire wei, qui veut dire danger, et ji, opportunité. Donc, apprenons des Chinois que nous aussi, nous allons faire des opportunités de ce virus. Construire son plan d'action, entreprendre. Alors, entreprendre, on pense cette période qui est une période difficile où je pense qu'il va falloir se muscler. Alors, une citation qui m'a bien plu, c'est une citation de la Légion étrangère. Enfin, c'est plus qu'une citation d'ailleurs, c'est presque un mot d'ordre. Préparation difficile, combat facile. Alors, effectivement, quand on voit tout ce qu'il y a à faire, on se dit waouh. Mais quand on se dit si je le fais bien, si je le fais de manière organisée, alors si je suis accompagné pour certains sujets, je vais effectivement passer du temps. Mais je vais être
un des meilleurs, un des premiers, et ça va être beaucoup plus facile pour gagner. Et puis une de Sénèque, mais là, on l'a tous parce que nous sommes tous des entrepreneurs. Il ne faut pas attendre le soleil pour danser, mais apprendre à danser sous la pluie. Hein, rappelez-vous, je n'attends pas que les choses se transforment, ou je ne crois pas que les choses vont se transformer. Non, non, les choses se transforment très très vite. Tous les indicateurs sont alors au rouge si on veut rester au présent, et au vert si on veut vraiment aller vers l'avenir. Et ensuite, êtes-vous prêt pour l'été? Alors, êtes-vous prêt pour l'été, c'est-à-dire est-ce que vous êtes prêt à vendre pour l'été? Alors, pour être prêt à vendre pour l'été, il y a eux comme engagement. Occupez le terrain, soyez présent, prenez de l'information, montrez que vous êtes attentif, montrez que vous êtes soucieux de vos clients, de vos partenaires, de vos salariés, de vos familles. Occupez le terrain. De vos amis, occupez le terrain. Soyez présent. Montrez que vous avez la pêche. Montrez que vous êtes dynamique. Montrez que les biais cognitifs vous font pas peur. Que vous savez les surmonter, que vous savez les restructurer. Montrez qu'on peut compter sur vous. La transparence. En période de crise, on est tous apeurés, repliés, inquiets. Donc, le moindre sentiment d'opacité vous fait perdre votre crédibilité. Donc, il faut être transparent. La transparence va aider à accélérer les relations. Et l'exemplarité, mais ça, c'est toujours, mais surtout maintenant, puisqu'on est très attentif à ce que vous allez apporter, vous, comme exemple, dans votre crise. Donc, pour que vous puissiez dire aux clients, voyez-moi ma crise, voilà comment je la vis, ben moi, je vous aider à ce que vous la viviez mieux. Et donc, c'est l'exemplarité qui va faire que vous allez réussir et ça vous fait un levier supplémentaire. Si vous faites ces 3 éléments, engagement, transparence, exemplarité, et que vous êtes prêt, vous serez prêt pour l'été. Merci beaucoup. On va reprendre, si vous voulez, les sons. Il y a quelqu'un? Oui, oui, on t'entend, Fabien. Voilà, Oui, nous donc on sommes avait là. dit qu'on ferait un petit tour à l'issue de cette présentation. Alors, j'essaie de revoir quand je peux trouver. Bah déjà, merci beaucoup, Fabien, c'était top.